Le cimetière n'en était qu'à ses débuts. Des tentes blanches ondulaient dans la brise, tandis que des personnes en deuil, vêtues de vêtements traditionnels noirs, occupaient l'espace en dessous. Un cercueil doré étincelant reposait au-dessus d'une tombe fraîchement cimentée. À l'intérieur, Julia Andrada, PDG milliardaire et figure influente, derrière 3 tours du quartier financier de la ville. Ses yeux étaient fermés, du coton dans les narines, la peau pâle et sans vie. À côté d'elle se tenait son mari, Ricardo, tenant un mouchoir plié avec soin. Des larmes brillaient dans ses yeux. Le pasteur s'éclaircit la gorge. 2 employés des pompes funèbres s'avancèrent pour commencer à descendre le cercueil. Soudain, une voix forte déchira le silence comme un coup de tonnerre. « Arrêtez, ne l'enterrez pas !» Tout le monde se retourna, surpris par cette interruption. Certains sortirent instinctivement leur téléphone pour filmer la scène. À l'arrière, un homme en haillons, portant un vieux manteau marron, se frayait un chemin. Sa barbe était longue et emmêlée, ses cheveux en désordre. Il portait un sac usé et sale sur l'épaule, alourdi par ses affaires. Les gens s'écartèrent de lui, comme s'il apportait une tempête avec lui. Il pointa Julia du doigt. Sa main tremblait, mais sa voix était ferme. « Elle n'est pas morte, j'ai dit, ne l'enterrez pas. »« C'est qui ?» murmura quelqu'un. « Un sans-abri, » répondit un autre. « Appelez la sécurité. » 2 agents s'avancèrent pour l'arrêter, mais il les évita rapidement, déterminé. Son manteau flottait derrière lui alors qu'il approchait. Il s'arrêta juste devant le tapis où reposait le cercueil et se tourna vers l'assemblée. « Je m'appelle Benito, » dit-il, essoufflé. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Cette femme est encore en vie. » Ricardo se raidit, son visage se durcit. « Foutez-moi ce fou dehors, » ordonna-t-il. « Monsieur, vous devriez respecter les morts, » ajouta-t-il. « Julia est ma femme. Elle est partie. »« Nous voulons qu'elle repose en paix, » murmurèrent les endeuillés. Le pasteur abaissa sa Bible. Les employés stoppèrent leurs gestes. Benito pointa de nouveau le cercueil, cette fois avec conviction. « Elle n'est pas partie, » insista-t-il. « On lui a administré une substance qui ralentit la respiration. Elle refroidit le corps. Ça donne l'impression qu'elle est morte. Mais ce n'est pas le cas. Donnez-lui l'antidote. Faites-le maintenant. » Des exclamations parcoururent la foule. « Un antidote ?» souffla quelqu'un. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» dit un autre. Les téléphones s'approchèrent pour mieux filmer. Un journaliste s'avança. Le visage de Ricardo devint rouge de colère. « Ça suffit !» cria-t-il aux agents. « Emmenez-le !» Mais Benito ne bougea pas. Il releva le menton. « Ricardo !» dit-il doucement comme quelqu'un qui connaît bien. « Tu sais exactement ce que tu as fait, et le docteur David aussi. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau. Tous les regards se tournèrent. Le docteur David, le médecin de famille, se tenait sur le côté, son stéthoscope rangé dans sa blouse, les lèvres serrées. Il regardait Benito comme s'il faisait face à une porte fermée. « Pasteur !» lança Ricardo sèchement. « Continuez, je vous prie. » Le pasteur hésita. Ses mains tremblèrent sur la page. Benito s'avança lentement vers le cercueil. Son regard devint doux en observant Julia. À voix basse, presque pour lui seul, il murmura « Madame, tenez bon. » Puis, plus fort, il appela « Regardez dans sa bouche, touchez son poignet, réchauffez sa poitrine. Elle est toujours là. J'ai entendu le plan moi-même. » Ricardo voulait une inhumation rapide. Le docteur David a signé les papiers. « Je vous en supplie, donnez-lui l'antidote. » Un silence encore plus lourd tomba sous la tente. Même le vent s'était arrêté. Une femme en dentelle violette se leva du premier rang. Ses mains tremblaient. « S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance, » dit-elle, « il faut vérifier. »« Ce n'est pas nécessaire, » s'écria Ricardo. Des gouttes de sueur perlaient sur son front. « Nous avons tout fait dans les règles. » Le médecin l'a confirmé. « Laissez-les vérifier, » lança quelqu'un dans la foule. « Quel mal cela ferait ?» dit un autre. « Vérifiez simplement. » Les murmures montèrent comme une vague. Les gens acquiesçaient. Le doute apparaissait dans leurs regards. Les gardes hésitaient. Le docteur David s'éclaircit la gorge. « C'est ridicule, » dit-il en forçant un sourire. « Le chagrin fait dire des choses insensées. Je l'ai examiné moi-même. »
Benito se tourna vers lui avec douceur mais fermeté. « Docteur, elle vous a offert un hôpital. Elle t'a offert une voiture. Elle avait confiance en toi. » Les mots de Benito tranchèrent net la tension. Le regard du docteur David vacille, révélant une émotion difficile à lire. Il jeta un coup d'œil vers Ricardo, qui secoua imperceptiblement la tête. Benito posa son sac sur l'herbe et s'agenouilla près du cercueil. Il retira son vieux manteau, le plia soigneusement et le garda prêt. « S'il vous plaît, le dit-il au pasteur ou à quiconque aurait le courage, aidez-moi à la soulever un peu. Elle a besoin d'air. Ouvrez-lui légèrement la bouche. » Le silence qui suivit pesait comme une pierre sur la poitrine de tous. Puis, une femme âgée s'avança. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses yeux remplis de larmes. « Je suis sa tante, murmura-t-elle. S'il y a la moindre chance, on doit la saisir. » L'atmosphère changea. 2 femmes s'approchèrent. Un jeune homme en costume sombre glissa ses mains sous les épaules de Julia. Les employés s'écartèrent pour leur laisser la place. Ensemble, ils soulevèrent légèrement Julia, juste assez pour que Benito glisse le manteau plié sous sa nuque. De près, Julia semblait simplement endormie. Ses cils projetaient de longues ombres sur ses joues. Les bouchons de coton dans ses narines contrastaient avec sa peau pâle. « Enlevez le coton, s'il vous plaît », dit doucement Benito. La tante acquiesça et les doigts tremblants les retira. On aurait dit que l'air lui-même venait de bouger. Benito fouilla dans son sac et en sortit une petite bouteille brune, usée. Le verre était rayé par les voyages. Il la leva bien haut. « Neutralisant », dit-il. Quelque chose d'amer a ralenti son corps. Ceci la ramènera. Ricardo se jeta sur lui, mais 2 personnes endeuillées s'interposèrent. « Laissez-le essayer », dit l'une avec fermeté. « Si rien ne se passe, on l'enterre. » « Et si quelque chose se passe ?» répliqua Ricardo, cinglant. « Alors on remercie le ciel », lança la tante, la voix tranchante comme l'acier. La mâchoire du docteur David se contracta. « Si vous êtes si sûr qu'elle est morte, » lui dit la tante, « cela ne changera rien, laissez-le faire. » Tous les regards suivirent la bouteille. Le soleil perça les nuages et baigna de lumière le cercueil, la tombe ouverte, et l'homme en manteau déchiré qui semblait désormais incarner l'espoir. Benito s'agenouilla, les mains pleines de détermination. Il dévissa le bouchon, plongea la pipette à l'intérieur, puis se tourna vers la tante. « Aidez-moi à lui ouvrir la bouche, s'il vous plaît. » La tante effleura doucement le coin des lèvres de Julia. Le jeune homme en noir la soutint un peu plus. Benito se pencha, la foule se pencha aussi. Ricardo tremblait. « Si tu fais ça... » commença Ricardo, mais sa voix se brisa. Benito tenait la pipette au-dessus de la bouche de Julia. « Une goutte, » murmura-t-il. « Reviens vers nous. » Il pressa la pipette. Une goutte claire tomba sur la langue de Julia. L'instant se figea. Benito compta doucement. 1, 2, 3, rien. 4, 5. Une rafale de vent traversa les tentes. 6. Sa main trembla alors qu'il levait la pipette pour une seconde goutte. « N'ose pas !» aboya Ricardo s'avançant d'un pas. La tante leva une main. « Reste où tu es !» Benito pressa à nouveau. La deuxième goutte tomba. À cet instant, juste avant de toucher la langue de Julia, un faible son s'échappa de sa poitrine, si léger qu'on aurait cru un souffle ou un souvenir. « C'était une toux » murmura quelqu'un. La goutte atteignit sa langue. La gorge de Julia bougea, ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis le cimetière explosa dans le chaos, des cris, des prières, des exclamations. Les téléphones se levèrent pour filmer l'impensable. La main de Julia tressaillit et une toux faible s'échappa de sa bouche. Le son était mince, mais il trancha le silence comme une lame. Les yeux de Benito s'illuminèrent d'un espoir ardent. Il se pencha davantage. « Elle revient », dit-il, la voix tremblante mais assurée. « Je vous l'avais dit, elle est vivante. » La tante saisit le poignet de Julia, son visage bouleversé par le soulagement. « Elle est chaude !»« Seigneur, elle est chaude !» cria-t-elle. Une autre femme tomba à genoux, priant à haute voix. « Dieu est grand, Dieu est grand !» Mais Ricardo restait figé, son visage se déforma de rage.
Alors que le corps de Giulia commençait à bouger, Ricardo glissa rapidement la main dans sa veste. Il en sortit un petit objet dont le métal brillait au soleil. Benito s'immobilisa. Était-ce une lame, une seringue, ou pire encore, « Reculez !» hurla Ricardo, le regard fou, de la salive aux lèvres. « Elle devrait être dans la tombe. C'est là qu'elle doit être. » Deux hommes en costume tentèrent de l'arrêter, mais il les repoussa avec une force inattendue. Autour d'eux, les gens paniquèrent et s'écartèrent. Les parents serrèrent leurs enfants contre eux. Le pasteur laissa tomber sa Bible, sa voix se brisant sous l'effet de la peur. Mais Benito ne broncha pas. Il resta droit, son manteau effleurant l'herbe, sa barbe frémissant dans le vent. Sa voix s'éleva, plus forte que jamais. « Regarde-la, Ricardo !» dit-il. « Regarde ta femme, elle respire. » Tous se tournèrent, et ils le virent. La poitrine de Giulia se soulevait, lentement, mais sûrement. Une autre toux, plus forte, s'échappa de ses lèvres. Ses paupières tremblaient, essayant de s'ouvrir comme des rideaux lourds. Un soupir parcourut la foule. La tante s'écria « Elle est vivante !» Elle respire. La bouche de Giulia s'entr'ouvrit. Sa voix, rauque et faible, perça l'air. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Ses yeux vitreux, pleins de confusion, se posèrent sur l'homme au-dessus d'elle. Sa voix devint plus forte, remplie de douleur. « Ricardo, pourquoi ?» Tout changea. La force quitta Ricardo en un instant. Son bras retomba et l'objet métallique glissa de sa main. Il tomba sur le béton près de la tombe dans un bruit sec, une petite seringue remplie d'un liquide trouble. Des cris étouffés retentirent à nouveau. Les agents de sécurité bondirent, le plaquant au sol. Ils se débattaient, criant « Non, elle n'était pas censée revenir, elle devait disparaître !» Ils lui tordirent les bras dans le dos alors qu'il luttait. La sueur coulait sur son visage et le masque du deuil s'effaçait, révélant la rage qu'il cachait. Tous les regards se tournèrent vers le docteur David. Il avait reculé, le visage livide. Il tirait sur son col, cherchant de l'air. Une fine goutte de sueur glissa sur sa tempe. « J'ai seulement déclaré ce que j'ai vu, » balbutia-t-il. « Je pensais qu'elle était morte. » La voix de Benito trancha l'instant comme une lame. « Menteur, tu l'as aidée. Tu as signé son acte de décès en sachant qu'elle était encore vivante. » Giulia toussa à nouveau, cette fois avec plus de force. Aidée par sa tante, elle se redressa lentement, ses cheveux défaits, sa peau humide de sueur. Ses yeux étaient désormais vifs, pleins de colère et de chagrin. En larmes, elle fixa Ricardo droit dans les yeux. Sa voix tremblait, mais portait une vraie puissance. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça ?» Ricardo cessa de se débattre dans les bras des agents. Son visage se figea. La voix de Giulia s'éleva encore. « Je t'ai donné du pouvoir. Je t'ai confié une partie de mon entreprise. Je t'aimais. Je ne t'ai jamais rabaissé à cause de ma richesse. Et c'est comme ça que tu me remercies ?» Des murmures parcoururent la foule. Certains essuyaient leurs larmes. D'autres restaient figés, sidérés. Puis Giulia tourna son regard vers le docteur David. Ses yeux le fixèrent comme un projecteur. « Et toi ?» dit-elle, la voix tremblante. « J'ai construit ton hôpital. Je t'ai offert une voiture. Je t'ai soutenu quand tu n'étais rien. » Ces mots frappaient comme des coups. « Et malgré tout, tu m'as trahi. » Avec lui, le docteur David tente de répondre. Mais la vérité se lisait déjà sur son visage. Il n'avait plus besoin de parler. La force de Giulia faiblit, elle chancela, son corps devint à nouveau faible. Benito la rattrapa aussitôt, la soutenant avec ses mains rugueuses mais pleines de douceur. Sa voix, autrefois forte et autoritaire, était désormais douce. « Doucement, madame, vous êtes en sécurité. » Elle leva les yeux vers lui et leurs regards se croisèrent pour la première fois. Les siens étaient remplis de larmes, mais derrière se cachait quelque chose de plus profond, une gratitude pure, sans filtre. En cet instant, elle vit au-delà de sa barbe emmêlée et de son manteau déchiré. Elle vit l'homme qui l'avait sauvée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Benito baissa les yeux. Sa voix était rauque, basse. « Parce que je connaissais la vérité, » répondit-il. «
Je l'ai entendu hier dans sa voiture. Il parlait de vous enterrer vite, de silence, de prendre tout ce que vous avez construit. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Pas encore. Les personnes endeuillées se penchèrent, accrochées à chacun de ces mots. Giulia s'accrocha à son bras, son corps encore tremblant, son souffle irrégulier mais fort. D'une voix brisée par les larmes, elle murmura « Vous m'avez sauvé. Vous m'avez rendu la vie. » Ricardo hurla de nouveau, se débattant dans les bras des hommes qui le maîtrisaient. « Elle devait être à moi, tout à moi !» cria-t-il, la voix brisée. Mais personne ne l'écoutait. Sa rage était noyée par les prières murmurées, les pleurs de ceux qui aimaient vraiment Giulia et les regards chargés de colère désormais braqués sur lui. Au loin, le son des sirènes transperça l'air. La police arrivait. Benito, toujours à genoux près de Giulia, leva les yeux vers le bruit croissant. Ses yeux n'étaient pas remplis de fierté. Il y avait autre chose, de bien plus lourd, du chagrin, le poids d'un passé douloureux qui ne l'avait jamais quitté. Giulia le vit dans son regard. Elle tendit la main, ses doigts tremblants touchant celle de Benito. « Restez, je vous en prie, » murmura-t-elle. « Ne me laissez pas seul. » Alors que les véhicules de police franchissaient les grilles du cimetière, leurs gyrophares rouges et bleus se reflétant sur les pierres tombales polies, toutes les têtes se tournèrent. Ils étaient témoins de la fin d'une histoire et du début incertain d'une autre. Giulia Andrada, que l'on croyait perdue à jamais, respirait à présent, vivante là sous leurs yeux, et l'homme qui l'avait ramenée d'entre les morts, un homme que le monde avait jadis ignoré et méprisé, se tenait au centre de tout. Les officiers s'approchèrent avec détermination. Les agents de sécurité remirent Ricardo entre leurs mains, son visage déformé par la rage et la panique. Pendant ce temps, le docteur David s'effondra au sol, ses jambes cédantes alors qu'il éclatait en sanglots. Un à un, les chefs d'accusation furent énoncés à haute voix. Tentative de meurtre, complot, trahison de confiance. Benito resta silencieux. Il ne cherchait ni reconnaissance ni louange. Il se contentait de soutenir Giulia, l'aidant à s'asseoir sur le cercueil qui devait l'engloutir, la femme qui avait refusé de mourir. Et à cet instant, sous les lumières clignotantes qui éclairaient son visage usé, la foule ne voyait plus un mendiant ou un inconnu. Elle voyait l'homme qui avait défié la mort, avec pour seules armes son courage et la vérité. Giulia tourna la tête vers lui. Sa voix tremblait, mais elle était plus forte. Des larmes coulaient sur ses joues. « Merci, dit-elle. Vous m'avez sauvé. » La foule, encore bouleversée par ce qu'elle venait de vivre, retint son souffle. Tous savaient que quelque chose de bien plus grand venait de commencer. La salle d'audience était bondée, chaque siège occupé, des gens debout, serrés les uns contre les autres, impatients d'assister au procès qui captivait tout le pays. Dehors, les journalistes s'étaient rassemblés dans la rue. Des camions de presse bordaient les trottoirs. Les appareils photos crépitaient sans relâche, pendant que les reporters murmuraient dans leurs micros. Les gros titres avaient fait le tour du monde. La milliardaire Giulia Andrada survit à une inhumation vivante. Son mari et son médecin accusés de trahison choquante. Puis, à travers les portes du tribunal, Giulia apparut, avançant lentement mais avec détermination. Benito la soutenait d'un côté, sa tante de l'autre, et le monde regardait. Ses pas étaient hésitants, mais son dos restait droit et sa tête haute. Elle portait une simple robe noire, sans bijoux, sans éclat, mais sa présence imposait le silence. Lorsqu'elle entra et s'assit au premier rang, un souffle parcourut la salle. Son regard se posa sur les accusés. Ricardo se tenait derrière la vitre, pâle et impassible. Le faux chagrin qu'il avait montré lors des funérailles avait disparu. Il arborait désormais un rictus glacial en fixant Giulia. À ses côtés, le docteur David, la tête basse, les mains tremblantes. La sueur avait trempé sa chemise, brillant sous les projecteurs de la salle. La juge, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes affûtées, frappa de son marteau. Sa voix était forte et claire. « L'audience est ouverte, annonça-t-elle. Nous examinons l'affaire opposant l'État à Ricardo Andrada et au docteur David Ortega. »
Les chefs d'accusation résonnèrent dans la pièce. Tentative de meurtre, complot, négligence médicale. Le procureur principal se leva. Son ton était clair, inflexible. « Votre honneur, ceci n'est pas une simple affaire de cupidité. C'est une tentative délibérée d'un homme pour enterrer vivante sa propre épouse avec la complicité d'un médecin ayant trahi tous les principes de sa profession. Il convoitait son empire, sa fortune, ses entreprises qui font vivre des milliers de familles. » Un murmure parcourut la salle. Beaucoup tournèrent les yeux vers Benito. Il était assis à côté de Julia, plus propre qu'avant. Son manteau lavé, sa barbe taillée. Mais son visage portait encore les traces de la rue. Il baissa les yeux, gêné par l'attention. Le procureur pointa Ricardo du doigt. « Niez-vous avoir voulu empoisonner votre femme avec une substance simulant la mort ? Niez-vous avoir ordonné à ce médecin de la déclarer décédée afin qu'elle soit immédiatement enterrée ?» Ricardo se pencha en avant, la voix froide et tranchante. « Je nie tout. Ce ne sont que les délires d'un clochard fou et d'une femme trop fragile pour accepter que son corps la trahissait. Elle était mourante. J'ai simplement accepté la réalité. » Des cris de stupeur éclatèrent. Julia se leva brusquement, sa voix brisée mais pleine de feu. « Menteur !» hurla-t-elle. « Regarde-moi, Ricardo, tu as empoisonné ma nourriture, tu as forcé mon médecin, mon ami, à jurer que j'étais morte, tu as voulu m'enterrer vivante comme un déchet. » La juge frappa de nouveau son marteau. « Silence dans la salle !» ordonna-t-elle, mais la tension était trop forte pour être calmée. Le procureur saisit un petit objet scellé dans un sachet de preuves, une fiole. « Voici !» dit-il en la tenant bien en vue, ce qui a été retrouvé dans la seringue près de la tombe. L'analyse confirme qu'il s'agit d'une substance paralysante. Elle ralentit le rythme cardiaque au point d'imiter la mort. Seul un professionnel de santé pourrait faire la différence, et pourtant ce médecin a signé l'acte de décès. Tous les regards se tournèrent vers le docteur David. Ses épaules s'affaissèrent. Il éclata en sanglots. La voix brisée, désespérée. « Il m'a forcé. Il a menacé tout ce que j'ai. Ricardo m'a dit que si je ne l'aidais pas, je perdrais tout. Mon hôpital, ma réputation, ma famille. J'avais peur. J'ai signé parce que j'étais terrorisé. » L'expression de Julia se durcit. « Peur. Tu m'as regardé être placé dans un cercueil. Tu m'as regardé descendre dans la terre. Tu n'as pas seulement trahi ton serment, tu m'as trahi, moi. » Le docteur David cacha son visage entre ses mains. « Je suis désolé, Julia, tellement désolé. » Le procureur se tourna vers la juge. « Votre honneur, nous avons la substance, l'instrument, le témoignage de la victime, et un témoin, un homme qui a risqué sa vie pour dire la vérité. » Benito se figea lorsque le procureur fit un geste vers lui. Tous les regards se tournèrent dans sa direction. « C'est lui !» murmura quelqu'un. « C'est lui qui a empêché l'enterrement. » La juge acquiesça avec gravité. « Monsieur Benito Olvera, veuillez vous avancer. » Benito se leva lentement et s'avança vers la barre des témoins. Chaque pas résonnait dans la salle. Lorsqu'il atteignit le devant, il agrippa la rambarde en bois à deux mains. Il prêta serment. Sa voix était douce mais ferme. Le procureur s'approcha. « Monsieur Olvera, racontez à la cour ce que vous avez vu. » Benito leva les yeux, balayant les visages dans la salle. Il déglutit, puis parla clairement. « La veille de l'enterrement, je dormais sous mon pont habituel. J'ai entendu une voiture se garer à proximité. À l'intérieur, il y avait deux hommes, Ricardo et le docteur David. Ils se disputaient. J'ai entendu Ricardo dire « Le poison a fonctionné, elle est déjà froide. » Demain, on l'enterre avant que quelqu'un ne découvre quoi que ce soit, raconta Benito, la voix ferme. Le docteur disait qu'il avait peur, mais Ricardo lui a dit « Fais ce que je te dis, ou tu perdras tout. » Un tumulte secoua la salle, murmures, exclamations, stupéfaction. La juge leva son marteau et exigea le silence. Benito se redressa, sa voix plus forte. « Je savais que si je restais silencieux, il l'enterrerait vivante. » Il marqua une pause. « Alors j'ai attendu au cimetière. Quand ils ont apporté le cercueil, j'ai supplié qu'on arrête. On m'a traité de fou.
Mais j'ai vu ses doigts bouger. Je ne pouvais pas les laisser l'enterrer. Pas comme ça. Il s'interrompit à nouveau, l'émotion dans la gorge. J'ai perdu ma femme et mon enfant, il y a des années. Je n'ai rien pu faire à l'époque. J'étais impuissant, mais pas cette fois, pas encore. La salle retomba dans le silence. Seuls quelques sanglots étouffés se faisaient entendre dans les rangs. Les yeux de Julia brillaient. Elle se pencha et murmura « Que Dieu vous bénisse, Benito ». L'avocat de la défense se leva alors, la voix moqueuse et tranchante. « Alors, nous devrions croire les paroles d'un homme qui dort sous des ponts, un homme sans domicile. Et si tout cela n'était qu'un délire? Et s'il n'était qu'un pion utilisé par quelqu'un d'autre ?» La mâchoire de Benito se crispa. Il regarda droit devant lui sans fléchir. « Oui, je suis pauvre. Oui, je dors dehors. Mais je ne mens pas. Je n'invente pas des histoires. Je ne suis pas venu pour obtenir quoi que ce soit, seulement pour dire la vérité. » La juge se pencha, le ton ferme. Ce témoin a parlé avec courage. Que ses paroles soient considérées comme les preuves qu'elles sont. Ricardo frappa la table du poing. « Mensonges! Tout ça, ce sont des mensonges !» Sa voix craqua sous la pression, vide, brisée. Le marteau frappa à nouveau. Silence dans la salle. À mesure que le procès avançait, une chose devenait évidente. Ricardo avait perdu le masque qu'il portait depuis des années. L'image parfaite qu'il avait construite s'effondrait. Et Benito, l'homme qu'il n'aurait jamais regardé auparavant, était devenu le symbole de sa chute. Julia était assise à côté de Benito, sa main serrée dans la sienne. Et à cet instant, tous comprirent, ce n'était pas seulement son retour à la vie, c'était aussi le sien. Deux âmes, presque perdues, qui se relevaient ensemble. Le procès ne s'acheva pas rapidement. Il dura plusieurs jours. Chaque matin, la salle était pleine. Journalistes, chefs d'entreprise, simples citoyens. Tous venaient, attirés par l'histoire de Julia Andrada, vivante, debout et décidée à se battre. Chaque soir, les gros titres s'illuminaient dans tout le pays. Julia Andrada ressuscitée. Mari est médecin accusé d'un complot mortel. Dans la salle, la tension ne retombait jamais. Ricardo restait raide, nerveux. Ses costumes de luxe étaient froissés, ses yeux rouges de fatigue. L'homme qui charmait autrefois les conseils d'administration ressemblait désormais à un homme piégé, acculé, en colère, se désagrégeant à chaque nouveau témoignage. Le docteur David, lui, semblait diminuer d'heure en heure. Il n'osait plus croiser le regard de Julia. Ses épaules s'affaissaient, sa voix devenait par moments presque inaudible. Parfois, il murmurait des prières en voyant défiler les preuves, ses mains tremblantes. Le 4e jour, le procureur appela un nouveau témoin, le chauffeur personnel de Julia, Carlos. Un homme large, solide, au regard honnête. Il s'avança et prêta serment. « Madame la juge, » commença-t-il d'une voix ferme, « la nuit où madame s'est effondrée, je l'ai conduite à l'hôpital. Elle avait du mal à respirer. J'avais peur. En arrivant, le docteur David m'a dit de partir. Il a affirmé qu'il s'en occuperait personnellement. J'ai insisté pour rester. Il a refusé. » Il s'interrompit, avalant sa salive. 2 heures plus tard, il nous a annoncé qu'elle était morte. La salle réagit aussitôt. Des exclamations retentirent. Julia porta la main à sa bouche, les larmes coulant de nouveau. Carlos baissa la tête. Je savais que quelque chose n'allait pas. Elle était faible, mais pas morte. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû insister. Le procureur hocha la tête. Pour être clair, monsieur Carlos, le docteur David vous a interdit l'accès et a exigé le contrôle total de la situation? Oui, monsieur, c'est exact. L'équipe de la défense se crispa visiblement. Leur argumentation s'effritait comme du sable sous l'orage. Puis vint l'expert, le toxicologue. Il présenta des graphiques et des diapositives numériques. La substance trouvée dans la seringue est de la tétrodotoxine, expliqua-t-il. À petite dose, elle ralentit le cœur, fige les muscles, arrête les mouvements respiratoires. Sans outil précis, même des médecins expérimentés peuvent croire la personne morte. Il releva les yeux de ses notes. Ce n'était pas un accident, c'était intentionnel.
Un lourd silence tomba sur la salle. L'air semblait chargé de vérité. La juge tourna alors son attention vers Ricardo. « Monsieur Andrada, dit-elle, vous avez entendu les charges, les témoignages, vu les preuves? Avant que le jugement ne soit rendu, avez-vous quelque chose à dire ?» Ricardo se leva lentement, son visage tordu par la colère et la misère. Sa voix se brisa en commençant. « Oui, dit-il, le regard sombre, j'ai quelque chose à dire. J'ai aimé Julia autrefois, commença-t-il, la voix pleine d'amertume. Mais elle se souciait plus de son empire que de moi. Tout tournait autour de sa richesse, de ses entreprises, de son succès. Et moi, je n'étais qu'une ombre dans sa maison. Un mari seulement sur le papier. Je devais partager son monde, mais elle me traitait comme un serviteur. » L'expression de Julia se crispa comme si ces mots l'avaient frappée. La salle murmura, choquée. Ricardo continua plus fort, ses mains tremblant. « Oui, hurla-t-il, je voulais tout, je le méritais. Si elle devait mourir pour que je vive enfin avec dignité, qu'il en soit ainsi. » La salle explosa. Cris d'indignation, exclamations, protestations. La juge frappa son marteau à plusieurs reprises. « Silence! Asseyez-vous » Julia se leva. Ses larmes coulaient librement, mais sa voix retentit claire et ferme. « Imbécile, dit-elle, on n'impose pas l'amour. On n'exige pas le respect. Je t'ai tout donné, ma confiance, ma maison, ma vie, mais ta cupidité a tout détruit. Tu as tenté de me faire disparaître, et maintenant, c'est toi que tu as détruit. » Les yeux de Ricardo s'écarquillèrent de fureur. « Je ne regrette rien, » hurla-t-il. Puis il bondit, essayant de sauter hors du box. Les gardes l'attrapèrent aussitôt, le maintenant alors qu'il hurlait et se débattait, ses chaînes cliquetant à chaque mouvement. Le docteur David tomba à genoux, sanglotant, sans contrôle. « Pitié, madame la juge !» implora-t-il. « Julia, pardonne-moi. J'ai brisé toutes mes promesses. J'ai trahi tous ceux en quoi je croyais. Je mérite ma punition. » Le marteau frappa encore, et la salle se tut instantanément. La voix de la juge était calme mais ferme. « Ce tribunal en a assez entendu. » Elle tourna ses yeux vers Ricardo. « Ricardo Andrada, vous êtes reconnu coupable de tentative de meurtre, de complot pour commettre un meurtre et d'avidité impitoyable. Vous êtes condamné à la prison à vie avec travaux forcés. Que chaque jour vous rappelle ce que vous avez voulu arracher. » Ricardo hurla, tandis que les gardes l'emmenaient hors de la salle. « Ça aurait dû être à moi, tout à moi !» Puis la juge se tourna vers le docteur David. « Et vous, docteur David Ortega, qui avez juré de protéger la vie, mais avez choisi de la trahir, vos actes dépassent le pardon. Vous êtes également condamné à la prison à vie. Plus jamais vous n'aurez pouvoir sur la vie d'un autre. » Le docteur David s'effondra sur son siège. Il ne résista pas lorsque les policiers le relevèrent et l'emmenèrent. Le dernier coup de marteau résonna dans la salle. « Audience levée !» La salle d'audience explosa. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Les journalistes se précipitèrent dehors pour annoncer la nouvelle. Julia, épuisée et tremblante, s'effondra sur son siège. Elle murmura « C'est fini ». Mais Benito, assis à côté d'elle, secoua doucement la tête. « Non, madame, dit-il calmement, ce n'est que le début, on vous a offert une seconde chance. Maintenant, la question est, qu'allez-vous en faire ?» Julia se tourna vers lui, les yeux pleins d'émotion. Sa voix se brisa en parlant. « Je ne serais pas en vie sans vous. Vous n'aviez ni toit, ni lit. Et pourtant, vous m'avez donné la sécurité et l'espoir. Vous m'avez sauvé, Benito. » Benito baissa les yeux, sa voix devint douce. « J'ai seulement fait ce que je n'avais pas pu faire avant. J'ai perdu ma femme et ma fille. Je n'ai pas pu les sauver. Mais cette fois, je devais agir. Je ne pouvais pas laisser ça arriver encore. » Julia prit sa main ferme et sûre. « Vous n'avez pas échoué, dit-elle. Vous avez été mon miracle. » Les gens les entourèrent, certains voulant serrer la main de Benito, d'autres tapant dans son dos pour le remercier. Pendant des années, il avait été invisible, un fantôme dans la rue. Mais aujourd'hui,
Il se tenait au centre de la lumière, l'homme qui avait sauvé une milliardaire de sa tombe. Giulia se leva, tenant toujours sa main. « Vous ne retournerez pas sous ce pont, » dit-elle avec fermeté. « Désormais, vous marchez à mes côtés. Si j'ai retrouvé ma vie, alors vous aussi. » La gorge de Benito se serra. Il ne trouva pas les mots. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais il hocha la tête, silencieusement, serrant sa main plus fort. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vu. Et lorsque tous les trois, Giulia, sa tante et Benito, quittèrent la salle d'audience, la foule dehors rugit. Les caméras crépitaient, les gens scandaient son nom. Benito, Benito, l'homme qui a défié la mort. Alors que Ricardo et le docteur David étaient désormais enchaînés, de nouveaux chemins s'ouvraient, des portes qui n'avaient jamais existé auparavant. La bataille pour la justice était terminée. Mais la route vers la guérison, vers la rédemption, ne faisait que commencer. Dans le grand domaine de Giulia Andrada, les couloirs autrefois sombres se remplissaient d'une nouvelle vie. Le manoir, jadis assombri par le chagrin, rayonnait désormais de chaleur. La lumière du soleil traversait les fenêtres. Des rires doux résonnaient, mais même dans cette clarté, les blessures de la trahison demeuraient. Peu après le verdict, Giulia demanda à Benito de rester. Elle lui offrit une chambre à lui, un lieu pour se reposer enfin. Un soir calme, après le dîner, elle l'emmena dans son bureau privé. La pièce était bordée d'étagères en bois sombre, couvertes de livres. Une seule lampe diffusait une lumière douce. Giulia versa 2 verres d'eau et lui fit signe de s'asseoir. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le verre. Longtemps, il le fixa comme pour y chercher de la force. Puis enfin, d'une voix basse et rugueuse, il se mit à parler. « Madame Giulia, il y a quelque chose que je garde enfoui depuis des années, mais ce soir j'ai besoin de le dire. » Giulia se pencha vers lui, son regard plein de compassion et d'inquiétude discrète. Benito prit une inspiration. « Je n'ai pas toujours été comme ça, dit-il. Autrefois, j'avais un nom, du respect. J'étais ingénieur en informatique, un mari, un père. » Il s'arrêta. Puis tout s'est effondré. J'ai perdu mon emploi. Et en un seul moment terrible, tout le reste a disparu. Ma femme a fait ses valises et est partie, emmenant ma fille avec elle. Sa voix se brisa. Tout ce qu'elle a laissé derrière, c'était une lettre. Dans cette note, elle m'a écrit que la petite que j'avais élevée, celle que je croyais mienne, ne l'était pas. Les yeux de Giulia se remplirent instantanément de larmes. Son cœur se serra pour lui. Benito serra ses mains l'une contre l'autre. Cette trahison m'a détruit. J'ai marché dans les rues en silence, incapable de respirer, incapable de ressentir autre chose que la douleur. Je dormais sous les ponts, non pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que je croyais n'avoir plus aucune raison de vivre. Ses épaules tremblaient. Mais hier, sous ce même pont, j'ai entendu quelque chose. Ricardo était dans sa voiture. Il parlait de ce qu'il ferait une fois que vous seriez partis. Il planifiait tout. Votre enterrement, vos entreprises, votre empire. Ça m'a glacé. Il releva lentement les yeux. C'est pour ça que je suis allé au cimetière. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Le bureau devint totalement silencieux. Seul le tic-tac de l'horloge remplissait l'air. Giulia tendit les mains à travers la table, tremblante, et les posa sur les siennes. Sa voix était un souffle. « Vous avez porté tant de douleur, et malgré tout, vous avez risqué votre vie pour moi. Réalisez-vous seulement ce que cela signifie ?» La gorge de Benito se serra. « Peut-être que cela signifie, dit-il doucement, que j'ai encore une raison d'être. » Dans les jours qui suivirent sa confession, Giulia veilla à ce que Benito ne disparaisse pas dans l'ombre. Elle ne voyait pas seulement l'homme qui l'avait sauvé, elle voyait l'intelligence forgée par l'épreuve, une âme mise à l'épreuve par la souffrance. Au début, Benito résistait. « S'il vous plaît, madame, dit-il un matin en portant des documents de son bureau, je ne suis plus celui que j'étais. Laissez-moi rester en arrière-plan, discrètement. » Mais Giulia secoua fermement la tête. « Non, dit-elle, vous m'avez offert une seconde chance. Laissez-moi vous en donner une aussi. »
Benito commença avec de petites tâches chez Andrada Holdings, déplacer des dossiers, vérifier les plannings quotidiens, organiser des rapports simples. Il travaillait discrètement, fuyant les projecteurs. Mais peu à peu, ses compétences naturelles commencèrent à se révéler. Un après-midi tendu, lors d'une réunion cruciale du conseil d'administration, un fichier de présentation corrompu plongea la salle dans la panique. Les investisseurs devenaient nerveux, le personnel s'agitait. Alors que tout s'échouait, Benito s'avança calmement. En quelques minutes, il corrigea l'erreur et récupéra toute la présentation. Un souffle de stupeur parcourut la pièce. « Où avez-vous appris à faire ça ?» demanda un directeur abasourdi. Benito marqua une pause. « J'étais ingénieur en informatique, dit-il doucement, avant que la vie ne change. » Julia se leva, les yeux brillants de fierté. « À partir d'aujourd'hui, déclara-t-elle à la salle, Benito ne fait pas seulement partie du personnel. Il est mon conseiller personnel. Son regard guidera cette entreprise. » Certains membres du conseil furent surpris. D'autres hochèrent la tête avec respect. Personne ne contesta. La voix de Julia était claire, forte. Et pour la première fois depuis des années, Benito se tint droit, non comme un homme oublié, mais comme quelqu'un qui retrouvait un but. Sous son influence discrète, Andrada Holdings changea. L'entreprise devint plus intelligente, plus forte, plus sage. Le soir, Julia et Benito s'asseyaient souvent ensemble dans le bureau, partageant des discussions calmes sur la vie, la foi et les secondes chances. Elle l'admirait profondément, pour son honnêteté, sa sagesse humble, sa manière de voir le monde sans artifice. Et lentement, quelque chose changea en elle. Un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps s'éveilla doucement. Elle n'aimait pas seulement le conseiller, elle aimait l'homme. Pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Mais Benito ne semblait jamais le remarquer. Un après-midi, alors qu'ils marchèrent dans le jardin, il se tourna vers elle avec une lumière nouvelle dans la voix. « Julia, j'aimerais vous présenter quelqu'un, dit-il. Elle s'appelle Lucia. Elle est douce, bienveillante. Elle me fait sourire à nouveau. » Le cœur de Julia se serra. Elle sourit poliment, mais en elle, tout se brisait. Une part d'elle avait espéré, en silence, que Benito finirait par la voir autrement. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle laissa ses larmes couler, mais au lever du soleil, son chagrin s'était transformé en force. « S'il aime une autre, murmura-t-elle, alors je bénirai cet amour. » Quelques mois plus tard, lorsque Benito demanda Lucia en mariage, Julia insista pour organiser la cérémonie et en couvrir toutes les dépenses. « C'est un honneur, lui dit-elle, souriante malgré la douleur douce amère qu'elle portait encore. Le mariage fut un moment de pure beauté. Des roses blanches ornaient chaque recoin du jardin. Des drapés dorés dansaient dans la brise. Benito se tenait droit dans un costume bleu marine profond, le visage illuminé de joie, alors que Lucia s'approchait dans une robe blanche fluide. Au premier rang, Julia les regardait, les yeux brillants. Bien que son cœur ait un jour espéré plus, elle se sentait en paix, le voyant si heureux et vivant. Lorsque le couple échangea ses vœux, Julia applaudit avec un sourire chaleureux. Elle murmura pour elle-même « C'est la vie qu'il mérite, un amour vrai, une joie sincère, un nouveau départ. » Peu après le mariage de Benito, le destin réserva aussi une surprise à Julia. Lors d'un gala caritatif, elle rencontra Giorgio, un homme respecté non pour sa richesse, mais pour sa bonté et sa force tranquille. Il ne l'admirait pas pour sa fortune, mais pour sa résilience. Ce qui commença comme une amitié devint lentement bien plus. Giorgio ramena le rire dans ses journées, et pour la première fois depuis son retour de l'enfer, elle se sentit entière à nouveau. Lorsqu'il fit sa demande, Julia accepta sans hésiter. Le jour de leur mariage, Benito et Lucia étaient assis au premier rang, souriant fièrement, alors que Julia avançait dans l'allée. Cette fois, son cœur n'était pas rempli de regrets, mais de paix. Un an plus tard, la vie nouvelle emplit leur foyer. Benito et Lucia accueillirent un fils, Juan. Au même moment, Julia et Giorgio fêtèrent la naissance de leur fille, Elisa.
Un soir doré, ils se retrouvèrent tous dans le jardin du domaine de Giulia. Les oiseaux chantaient doucement tandis que le soleil se couchait. Benito berçait doucement le petit Juan dans ses bras, pendant que Giulia tenait Elisa contre sa poitrine. Leurs regards se croisèrent, brillants d'émotion. Ils se souvenaient de ce qu'ils avaient failli perdre, de comment la trahison avait presque détruit leur vie. Et maintenant, entourés de lumière et de rire, ils tenaient l'avenir entre leurs bras. Benito leva son verre et déclara « Descendre jusqu'à l'aube ». Giulia sourit, murmurant en retour « Ouais, descendre jusqu'à l'aube ». Mais un nom ne s'effaça jamais complètement, Ricardo. En prison, Ricardo n'était plus que l'ombre de lui-même. La fierté et l'arrogance qui le définissaient jadis s'étaient éteintes depuis longtemps. Nuit après nuit, il revivait ce moment où Giulia s'était levée du cercueil, un souvenir qui le hantait sans relâche. Il commença à écrire des lettres depuis sa cellule. Une après l'autre, il suppliait qu'on lui pardonne. Au début, Giulia ne répondit pas, mais les lettres continuaient d'arriver. Avec le temps, leur ton changea. Elles devinrent plus calmes, plus sincères. « Giulia », écrivait-il, « j'étais aveugle. J'ai laissé la cupidité m'engloutir. Si je pouvais revenir en arrière, je tomberais à genoux 1000 fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Que mon échec serve d'avertissement aux autres. » 10 ans passèrent. Le jour anniversaire de sa résurrection, Giulia réunit sa famille et ses proches, Benito, Lucia, leurs enfants, Giorgio et Elisa, pour un événement public. Alors que les caméras tournaient et que la foule attendait, Giulia s'avança. « Il y a 10 ans, dit-elle, j'ai failli mourir à cause d'une trahison, mais aujourd'hui, je refuse que la haine me réenterre. Je pardonne à Ricardo Andrada. » Le public resta stupéfait. Certains applaudirent, d'autres murmurèrent, incrédules. Mais Giulia resta calme. « Pardonner n'est pas une faiblesse, dit-elle. C'est une force. Ma survie doit avoir un sens. Si je choisis la vengeance, je laisse gagner l'ombre. Mais si je choisis l'amour, alors j'écris la fin de l'histoire. » Quelques semaines plus tard, après avoir purgé 10 ans de prison, Ricardo fut libéré. Il sortit de prison amaigri, brisé. Son pouvoir n'était plus, sa fortune, envolée. Personne ne l'attendait. Il vécut discrètement dans une petite chambre louée à la périphérie de la ville. Chaque fois que Giulia apparaissait à la télévision, souriante auprès de Giorgio, riante avec Elisa, il la regardait de loin, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il murmurait pour lui-même « La cupidité m'a détruit. Que les autres apprennent ce que je n'ai pas su comprendre. » Au manoir, Giulia et Benito s'asseyaient souvent dans le jardin avec leur famille. Ils ne parlaient plus du passé. Ils parlaient d'espoir, de guérison, d'avenir. Parfois Giulia souriait et disait « Nous avons traversé la mort, mais maintenant nous vivons pour la vie. » Et tandis que le soleil peignait le ciel de teintes dorées et ardentes, leur histoire se dressait comme un puissant rappel que même lorsque la vie est brisée, même lorsque tout part en cendres, il reste toujours la promesse d'une aube nouvelle, une histoire de rédemption, une histoire de courage, une histoire d'amour revenu d'outre-tombe. Et vous? Si vous aviez été à la place de Giulia, auriez-vous pardonné à Ricardo? D'où regardez-vous cette vidéo? Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci.